Bonjour tout le monde. Cette semaine, chez l'équipe Tardif, cette semaine, j'ai toujours de la misère à dire, je ne sais pas dans quel sens à dire, mais cette semaine, chez l'équipe Tardif, je reçois un courtier immobilier de mes collègues que j'apprécie énormément, Miguel Diaz. Pourquoi je le reçois aujourd'hui? Qu'est-ce qui a marqué cette semaine-là avec Miguel? C'est qu'on a participé tous les deux à une course qui s'appelle l'UTHC, donc un 80 km d'ultra trail à Charlevoix. Et évidemment, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de David Goggins, des ultramarathons, de mindset. Et je suis là pour inviter Miguel parce que c'était son premier ultramarathon et qui me parle un peu de l'expérience, comment il a vécu ça, pourquoi il a fait ça. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que beaucoup de gens regardent tout ce que les gens comme David Goggins fait, mais ils n'iront jamais jusqu'à faire un ultramarathon parce que c'est très exigeant, c'est très demandant. Fait qu'on est là pour parler de ça cette semaine. Merci d'être là. Alors, je vous présente tout de suite Miguel Diaz. Salut Miguel Diaz. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre podcast cette semaine avec l'équipe Tardif. Écoute, tu étais une personne avec qui je vais avoir des discussions depuis un petit bout de temps. C'est le fun parce que le format de podcast a changé depuis ce qu'on faisait, c'était les machines. Puis j'avais le goût vraiment de parler à toutes sortes de monde, dont les courtiers immobiliers, surtout sur des situations qu'on vit, sur des gens qu'on rencontre, des gens qui nous inspirent. Puis dans ton cas, c'était à propos parce qu'on a pris le départ de la course UTHC 80 km il y a quelques jours. C'était ta première course d'ultramarathon. Puis c'est un sujet qui est quand même chaud, les ultramarathons, parce que tout le monde parle de David Goggins, de Rich Roll, qui sont des ultramarathoniens. Puis c'est un peu la mode de se dépasser ces temps-ci, mais peu de gens vont aller jusqu'à réellement courir un ultramarathon et c'est ce que tu as fait la semaine dernière. Donc, je trouvais que c'est une belle opportunité que tu viennes parler de ça, de l'expérience, mais aussi du courtage immobilier. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de choses-là. Mais avant d'aller plus loin, parle-nous un petit peu de toi, d'équité et de ton background. En fait, je m'appelle Miguel Diaz, je suis courtier immobilier pour Via Capital du Mont-Royal depuis 11 ans à peu près. Je suis marié en fait à ma femme Audrey McBurney qui est courtier aussi là, depuis une vingtaine d'années. Père de 2 enfants, un petit bonhomme de 7 ans puis une grande fille de 15 ans. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans un monde de course. Mon père, là, je suis vraiment dans un milieu sportif. Là. Mon père est un marathonnier là, d'élite, en fait, ici là, au Canada. Augustin Diaz-Romero, entre autres, il a fait 2h20 au marathon de Montréal. Là, il y a toujours encore le 10e meilleur temps par un Québécois pour un marathon dans le monde. Donc, moi, j'ai vraiment, quand même encore. Là, fait il est là son temps de mer, il est marqué dans l'histoire. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans un milieu de course. Tous les dimanches, c'était des courses. Mon père courait tout le temps. C'est quelqu'un qui était reconnu aussi pour faire du gros volume. Là, aujourd'hui, on fait même plus ça. Là, il faisait dans ses pics du 300-350 km par semaine. Donc, lui, il courait pour tout. Là. C'était vraiment quelqu'un qui faisait du gros volume. Puis, voilà, j'ai grandi là-dedans. Puis, à un moment donné, en vieillissant, c'est comme ça fait partie de moi. J'ai besoin de courir. C'est dans mes gènes. Puis, voilà, c'est un petit peu ça mon background, en fait, ma petite histoire. Là. Cool. Miguel, écoute, on s'était entraîné l'année passée, ensemble à quelques reprises au printemps, automne, hiver même. Puis on courait, puis finalement, on s'est perdu de vue un peu parce que, évidemment, le travail était en skier dans l'immobilier. Puis c'est un peu pareil pour moi, comme moi, quand tu as du temps de libre, tu le passes avec ta famille. Puis finalement, tu as refait surface à la ligne de départ de l'UTHC. Tu me l'as appris quelques jours avant, puis on a comme ri parce qu'on tous les deux, on prenait le départ de ça. Pour moi, c'était, je m'étais commencé à me préparer deux mois auparavant parce que ma copine Stéphanie était une des têtes d'affiche de la course. Puis toi aussi, tu t'étais inscrit. Fait que, mais ce qui était particulier, moi, c'était pas mon premier ultramarathon. Toi, ça l'était. Une longue journée. Parle-nous un petit peu de pourquoi tu t'es inscrit à ça, puis on va parler un petit peu de l'expérience après ça. Oui. En fait, ça a déboulé. Là, moi, je suis quelqu'un d'impulsif quand même, là, qui n'étudie pas trop les choses. Quand j'ai une idée, je me lance, puis après, là, tu deals avec ce dans quoi je me suis embarqué. Puis, j'avais fait un marathon à Montréal. Après ça, je m'entraînais juste avant la COVID pour le marathon d'Ottawa. Donc, j'étais prêt, j'étais dans mon pic d'entraînement. Puis, le marathon a été annulé, en fait, comme la plupart des événements sportifs sur route, là. Le marathon a été annulé. Donc là, je me suis retrouvé un peu devant rien. Moi, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin d'avoir quelque chose à quoi m'accrocher, puis ça donne du sens à mon entraînement, puis à tous ces efforts-là, puis cette préparation-là.
Je continuais à courir, puis après ça, en regardant, ce que j'ai compris, c'est que les courses qui étaient les moins susceptibles d'être annulées, en fait, c'était tout ce qui se faisait en trail, surtout encore plus l'ultra, parce qu'on est moins courant, parce que tu es perdu dans le bois, la distanciation est plus facile. Puis ça faisait un bout de temps que je le voyais, que je voyais ça, que je le considérais. Honnêtement, toi, je sais que tu en faisais, puis à chaque fois, je t'ai impressionné. Tu sais, je suis aussi Stéphanie sur les médias sociaux. Je le voyais, le monde de la course, c'est un très petit monde, là, on le sait. Là, tout le monde se connaît de tous les différents clubs de course. Puis je cogitais cette idée-là, puis souvent, le mois de janvier, là, après les fêtes, je fais un récapitulatif sur mon année qui vient de se terminer, la nouvelle qui commence. Puis c'est souvent là que je me fixe des objectifs. Puis en janvier, je me suis dit sur un coup de tête, bon, ben let's go, je m'inscris au 80 Ultra, puis voilà, c'est comme ça. En fait, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit à ça. Je trouvais que c'était un beau défi. Moi, je suis passionné, je suis fasciné par les expéditions sur montagne, l'alpinisme, que ce soit l'Everest, K2. J'aime les défis. Fait que tout ça, je me disais, ben regarde, let's go, on y va, on se lance. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'inscrire au 80, en fait, là. C'est drôle parce que quand on s'est vu le matin que Stéphanie prenait la course, il m'a dit, je vais m'entraîner, je fais tout le monde Saint-Bruno. J'ai dit à Londres, si, il ne sait pas dans quoi que ça. Non, exactement. C'est ça la beauté, c'est ce que tu disais au début, c'est que il y a une grande force là-dedans, le cas de prendre des décisions puis embarquer dans quelque chose sans tout connaître les détails, parce que si quelqu'un veut connaître tous les détails de ce que c'est un ultra, il y a bien des chances qu'il y a du monde qui recule, ils écoutent, non, ça ne me tente pas vraiment d'aller courir tant de kilomètres dans le dénivelé, dans les racines, dans les roches. Non. Fait que c'est genre d'expérience, il faut que tu prennes le départ. Puis c'est drôle, je suis dans l'autobus en direction du départ, puis il y avait un jeune à côté de moi. Lui non plus, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il y avait 2 gourdes, il y avait encore le plastique sur ses gourdes. J'ai dit, hey, tu fais attention, tu as du plastique sur tes gourdes, ça ne boira pas bien, tu sais. Fait que la beauté, c'est qu'une fois que tu es dedans, tu n'as quasiment pas le choix de le finir parce que tu arrives au ravitaillement. Puis je pense que c'était arrivé, tu me contais une anecdote, parce que les ravitaillements, ils étaient sur le parcours entre 10 et 20 km de distance. Puis il y a un ravitaillement où tous les deux, on a manqué d'eau pendant 10 km à peu près. C'est ce que tu m'as raconté après. Puis moi, en toute transparence dans cette course-là, j'ai dû abandonner à peu près 25 fois dans ma tête. C'était tellement difficile comme parcours. Puis c'était une mauvaise journée pour moi. Même je m'étais dit avant de partir que ça allait être ma meilleure course. Ça a été une très mauvaise journée. Donc, mes incantations n'ont pas fonctionné. Tu me racontais qu'il y a du monde qui débarquait, puis tu t'es comme senti un peu mal de même contempler l'idée de débarquer parce que il y a personne qui était là sur place, puis ils shamaient un peu le monde qui voulait débarquer. Ouais. Ben, en fait, je raconte un peu l'histoire de ma course là, pour arriver à ça. Là, puis c'est incroyable le corps humain. On se découvre toujours là, au fil des années. Puis dans ce genre d'expérience-là, je pense que c'est là qu'on se découvre le plus, puis qu'on découvre notre force mentale. Puis c'est sûr que le 80, bon, là, dans le mois avant le 80, ben, j'en parle à tout le monde. J'en parle à mes clients, à mes amis, à ma famille. Je vais faire un 80 km. Tout le monde est bien impressionné de ça. Puis tout le monde te félicite avant même d'avoir réussi. T'sais. Sans le savoir, je finis par te mettre une certaine pression parce que tu dis, Colin, là, il faut que je le fasse. Tu attendais avant de me féliciter. Puis là, après, je me dis, Colin, j'aurais dû être plus low profile, un peu plus discret parce que là, tout le monde s'attend. C'est comme si je l'avais déjà fait. T'sais. Même si la préparation, c'est un très gros morceau, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. T'sais. Puis on dirait que dans les premiers 25 km, au début, ça allait bien. La température était idéale. C'était plat, c'était roulant au début. Là, je contemplais le paysage, je me disais, c'est-tu le fun? Je suis en train de faire un 80 km. Mais à 27 km, ce qui est très tôt sur un 80 km, je fais des marathons, des longues distances. À 27 km, j'ai frappé un immense mur. J'ai réalisé là, soudainement que mon mental commençait à broyer du noir puis à trouver ça difficile. J'avais plus une goutte d'eau, en fait. Là, c'était sur un long stretch, justement, là, quand même. Là. J'avais plus une goutte d'eau. Là. Je squeezais ma gourde là, pour aller chercher les quelques gouttes. J'étais déshydraté. J'ai perdu ma voix. Là. Toi aussi, tu m'as dit que tu avais perdu ta voix. J'avais plus de voix. Là, j'essayais de manger des gels, mais j'avais mal au cœur. J'étais étourdi. Puis là, je me suis dit, tabarouette, OK, la lune de miel est finie là, de dire à tout le monde que je vais faire 80. Là, t'es dedans. Il faut que tu le fasses.
Puis là, je commençais à me dire, là, j'ai marché, je pense, pendant 3 kilomètres, tu sais, avant le ravito, parce que j'étais là, quand j'arrive, j'abandonne. Puis je me disais, en quoi je me sens embarqué. J'ai même essayé de FaceTimer ma femme pour lui dire, tu sais, pour chialer, là, pour dire, c'est fini, je le fais plus. Puis finalement, j'arrive au ravitaillement. Puis la première chose qu'on me propose, c'est un verre de Coke, un verre de Coca-Cola. Je suis comme, OK, let's go, tu sais. Grill cheese, j'enlève ma veste, là, je vais m'asseoir un peu plus loin, puis là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais, tu sais? Le prochain ravitaillement est à 17 km, 18 Qu'est-ce que je fais? Tout le monde me regarde, là. Tout le monde me regarde. Là, je pense à mes enfants, tu sais, que finalement, je vais aller rappeler ma femme pour qu'ils viennent me chercher, je sais pas, 6 heures plus tôt que ce que j'étais prévu, de revenir à Montréal, puis, tu sais, de tout le monde qui va me poser la question, puis, non, je l'ai pas fait, tu sais. J'ai même fait moins que la distance, que ma plus longue distance en course, qui est un marathon. Là, je pense à ça, puis finalement, je vois qu'il y a du monde qui commence à débarquer, là, puis ça tombait comme des mouches, là. Je pense que pendant que j'étais là, pendant les 15 minutes où j'étais là, 20 minutes, il y a peut-être 4 personnes là, quand même, là, tu sais, dans le petit laps de temps qui étaient là, qui ont abandonné. Puis la personne qui était en charge de ce ravitaillement-là, un monsieur, c'est un bon vivant, un monsieur qui était drôle, tout ça, mais on dirait que j'avais l'impression qu'il shamait un peu le monde qui débarquait, tu sais, puis là même, il disait, j'ai jamais un gars qui débarquait, j'ai jamais vu un gars qui fait un DNF, qui est debout, qui mange de la soupe, puis qui est aussi heureux, tu sais, il dit, regarde, c'est toi qui décides, même le gars, on dirait qu'il se remettait en question. Un autre gars, tu sais, il donnait son numéro de dossier, il dit, bon, ben, tout le monde l'a entendu. Là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais te faire ce bonheur-là à toi, tu sais. Je vais au moins me rendre, je pense que l'autre ravito après, c'était 55, 56 kilos. Je vais me rendre là-bas, tu sais, puis au pire, je débarquerai là-bas, puis j'annulerai là-bas, mais j'aurais dépassé ma distance, je ne fais pas le bonheur à ce gars-là d'abandonner. Puis je vais dire, tu sais, je vais me redonner une petite chance. Finalement, je suis parti, le corps humain formidable comme il est. J'ai eu un regain total d'énergie. Je courais, tu sais, tu deviens un peu fou là, dans ces courses-là, là, tu te parles, puis tu es dans un monde un peu parallèle. Là, je me suis dit, je vais courir 10 km, un 10 km pour chacun des membres de ma petite famille. Tu sais, un 10 km pour ma femme, un 10 km pour mon gars, un 10 km pour ma fille, puis je vais écouter ma musique, je vais être dans ma bulle, je vais consacrer ce 10 km-là à chacun des membres. Là, le premier était pour ma femme. Écoute, je courais, je parlais. Même je me dis, s'il y a du monde là, qui me voit, ils vont dire, il est fou ce gars-là. Là. Puis là, je courais, puis je défilais. Regain total. Jamais j'aurais pu penser à ça. Puis même, je pensais aux gars qui ont abandonné. Chacun a ses raisons. Là, puis je ne juge absolument pas parce que j'ai passé moi aussi. Si toi, c'était 25, moi, c'était 1000 fois. Puis je me dis, Colin, les gars, ils auraient dû donner une chance. Parce que moi, j'étais l'ombre de moi-même. Là, je continuais plus. Là, c'était impossible. Puis finalement, j'ai continué. Puis un ravitaillement à l'autre, je me poussais. Puis j'ai fini. C'est drôle que tu dises ça parce que mon premier 100 000 que j'ai fait au Michigan, c'est exactement le même qui s'est passé. Je courais des distances pour des membres de ma famille puis je leur parlais. C'est vraiment drôle que tu dises ça. C'est exactement fait ça. Mais ça te met dans un mode où tu le fais pour eux autres. Fait, c'est bien plus grand que toi. Moi, en fin de semaine, pourquoi je n'ai pas lâché? Tu vois, la photo que j'ai en de moi, c'est quand on fait de la traversée de Charlevoix sur le même parcours que l'UTHC. Mes enfants ont fait ce parcours-là entier, tu le savais, cette traversée de Charlevoix en 7 jours. Puis je me disais, si qu'ils sont hot, mes enfants, ils ont réussi à faire ça, puis j'ai de la misère à faire ces montées-là présentement. Fait que ça me disait, tu n'as pas le choix de finir, tu ne peux pas venir à la maison et dire à tes enfants que tu n'as pas fini le parcours qu'eux autres ont réussi à faire en plus longtemps. Mais c'était comme ma motivation aussi de passer à travers ça. Ouais. Fait que ça a été... j'aime ça ce que tu dis là, parce que c'est exactement de même, ça se passe sur bien des gens, c'est que tu penses que tu es fini. Puis d'un coup, tu dis, ouais, non, il faut que je continue. Puis c'est drôle parce que des fois, j'avais des longues montées où je partais, puis je marchais vraiment tranquillement. Je me disais, tout le monde va me dépasser, ça va prendre 10 minutes. Il n'y a personne qui me dépassait. Fait que je me disais, tout le monde va mal finalement. Ouais. Quelqu'un me rattrapait, puis j'embarquais avec. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un pour te tirer. J'embarquais avec pendant 8 km. Courais sur un méchant pace. Puis j'étais correct. Fait que des fois, c'est le mental qui te joue. Tu penses que tu vas tellement lentement parce que tu es longtemps tout seul. Puis quand quelqu'un vient approche de toi, tu sais, tu vas être capable d'y aller avec. Puis c'est la beauté de ça aussi, c'est que tu vas trouver de l'énergie où tu penses qu'il n'y en a plus. Là. Exact. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que moi, je trouve toujours que dans les courses, puis que ce soit sur route, puis c'est la même chose en trail, tu vas avoir des histoires, puis tu vas rencontrer des gens, mais à qui tu ne parleras jamais. Tu vas avoir une relation, si on veut, l'espace de quelques kilomètres avec cette personne-là. Tu n'y auras jamais parlé. Il ne saura peut-être même pas que tu as été dans sa vie. Mais toi, tu t'es accroché à lui, tu as couru dans son pace, tu es rentré dans ses bottines un peu. Puis, tu sais, moi, souvent, dans les courses, là, je m'accroche à quelqu'un, puis là, tu cours pendant plusieurs kilomètres.
Puis là, tu te dis, je sais pas moi, tu veux pas le lâcher parce que tu te dis, là, ça va bien, je m'accroche à lui. Si je le lâche, mon mental, ça va l'affecter. Puis tu as des relations, puis tu croises du monde de même, puis ils sauront peut-être jamais que tu as existé. Puis toi, tu as peut-être été cette personne-là pour quelqu'un d'autre aussi, mais tu t'accroches à ça, puis tu t'accroches à tout ce que tu peux. Puis, en courant, je me disais, après, quand j'ai eu un regain d'énergie, je me disais, là, j'étais vraiment content. Puis je me dis, mon Dieu, puis je me parlais à moi, comme je te dis, tu viens fou un peu. Puis je me dis, my God, je suis comme décédé, là. Je suis revenu des morts, tu sais. Puis là, je me disais, tu le savais, tu sais, tu savais que ça allait être difficile. C'était sûr là, que ça allait être difficile, c'est sûr, tu sais. C'est comme si j'ai été surpris par ça, mais après, quand tu réfléchis tu dis, tu sais, tu le sais, là, tu fais 80 km, là. C'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr que tu vas passer à travers cette étape-là, tu sais. Je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est d'être capable de surmonter ça puis de renaître là-dedans, tu sais. Bref, c'est... Moi, c'est drôle parce que j'ai couru avec un gars des services correctionnels, un bon coureur de marathon. Puis on a couru un bout de temps ensemble. Puis moi, j'aime ça parler du monde quand je suis le parcours. Ça change mal de place. Puis il y a bien des années là-dedans. Puis tu apprends à te connaître, honnêtement. Puis courir avec ce gars-là, un assez bon coureur. Puis c'est ce que j'ai dit en arrivant. J'ai dit, parce qu'il est arrivé un petit peu après moi. Puis j'ai dit, écoute, j'ai ressuscité au moins 25 fois sur le parcours parce qu'il y avait tellement de l'eau puis tellement de haille à ce moment-là. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est un peu comme l'immobilier, ça, hein, parce qu'à un moment donné, travailleur autonome, ce qu'on fait, tu as tout le temps un doute que... Puis avec les années, tu l'as moins. Mais je me souviens très bien qu'à certaines époques, j'avais des doutes que, bon, il y a du monde qui seront meilleurs que moi, si, ça, puis dans un ultra, c'est pareil. Tu vas courir avec du monde, ils sont bien plus forts que moi. Puis c'est toi qui vas les larguer au bout d'une couple de kilomètres, dire, hey, je suis pas mal plus fort que je pensais parce que là, je suis en avant. Je suis capable de rattraper du monde, tu sais. Puis moi, les ultramarathons, c'est pas vrai que je suis un grand passionné de course. C'est pas à propos de ça, moi. C'est à propos de la mémoire de ce que ton corps peut faire. Parce que quand ton corps peut faire des affaires aussi extraordinaires, je me suis rendu compte qu'en affaires, puis je prétends pas que je suis un excellent coureur, je suis un coureur correct, tu sais, qui a une tête de cochon. Mais en affaires, quand tu arrives à faire des affaires comme ça physiquement, tu vas avoir des petits revers, puis on dirait que le mental, ça revient très vite. Moi, ça va prendre un échec ou un revers, ça va prendre 2 minutes avant que je m'en remette, puis je passe à autre chose. Mais je pense que c'est en grande partie parce que je sais ce dont je suis capable, puis ce que mon corps peut faire, puis ça change tout le mindset de ce qu'on peut faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça, je pense que tout le monde regarde David Goggins ces temps-ci, puis ce qu'il dit, c'est, je ne sais pas si tu as lu son livre, toi. As-tu lu son livre? Non, je n'ai pas lu, mais... En tout cas, je le recommande. Mais c'est la grosse affaire ces temps-ci. Peu de gens vont aller jusqu'à courir un ultramarathon. Puis c'est drôle parce que David Goggins a fait des posts. Puis tout ce que c'est du monde qui se sont remis en forme en faisant du gym puis tout ça. Mais c'est sûr que le gym, je ne dis pas que c'est plus facile, mais un ultramarathon, c'est une catégorie à part c'est tellement long puis tellement exigeant qu'il y a peu de gens qui vont réussir à aller jusque-là parce qu'ils se disent « je ne peux pas aller jusque-là ». Mais quand tu es parmi les peu de gens en affaires qui ont fait ça, ça change ton mindset. Puis c'est drôle parce que il y avait à la conférence de presse, quand je suis allé, quand Stéphanie était là, puis le gars disait, je pense un député, il disait « je suis tellement impressionné par le niveau mental du monde qui font ça parce que c'est du monde généralement qui ont des professionnels, du monde qui ont du succès, qui sont en affaires. Mais je pense qu'il y a une corrélation directe quand tu es capable d'accomplir ce genre d'affaires-là puis avoir du succès dans la vie. J'ai toujours dit que si tu fais de l'immobilier puis tu n'es pas en forme, ça va être vraiment tough. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas au même niveau que quelqu'un qui est vraiment en forme puis en santé. Puis je pense que ça fait partie de ça. Quand tu fais des choses comme ça, ça change complètement tout. Je suis d'accord, totalement d'accord. Puis, l'immobilier, c'est tellement exigeant. Puis, il y a tellement de courtiers. Puis, un peu ce que tu disais tantôt, d'être capable d'avoir. Ça prend un mental fort. Ça prend un mental fort. Puis, je pense que pour avoir un mental fort, il faut que tu sois bien dans ton corps, il faut que tu sois capable. Moi, j'ai besoin de courir. C'est le moment où j'arrive à réfléchir, en fait. Puis des fois, là, je vais courir, puis là, disons, je pars du bureau, puis je m'en vais sur le Mont-Royal, puis au début, les 3-4 kilomètres, là, je suis dans ma tête, puis tu penses à 1000 affaires, puis là, j'ai oublié de retourner tel courriel, puis j'ai oublié ci, puis là, qu'il faut que je fasse ça. Puis après, on dirait que j'arrive à un 7 kilos, 6, 7, 8 kilos, puis là, je m'installe dans une espèce de sérénité mentale où là, j'ai comme évacué puis là, je me mets à réfléchir puis à penser, mais positivement à tout ce que à tout ce que je pourrais faire, à mes accomplissements. Puis pour moi, c'est une méditation, en fait, de faire ça. T'sais. Ce que tu disais tantôt, des fois, en immobilier, tu en as des échecs, là, c'est comme une course, puis comme un peu ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu en fin de semaine.
c'est des montées, des descentes, c'est des highs, c'est des grosses déceptions, c'est des montagnes russes. Tu sais. Puis, faut être capable de tourner la page. Puis moi, depuis que je fais de l'immobilier, depuis que j'ai commencé, je me suis toujours dit, transforme le négatif en positif. Tu sais. Puis là, des fois, j'avais un client qui m'appelait, puis je sais pas, j'avais une mauvaise nouvelle, un client qui mettait son projet sur la glace. Finalement, une évaluation que j'avais faite, j'avais pas le mandat. Mais je me disais toujours, OK, là, ça fait mal, tu sais. Puis au départ, tu sais pas trop, tu connais pas la route non plus, tu sais. Tu sais pas, tu penses que tu es moins bon que les autres. Tu te dis, ah, tu sais, je vais-tu réussir à survivre? Moi, je faisais une bonne année, puis je me disais, OK, c'est beau, là, mais je veux pas mon trophée. Là, il faut que je m'occupe de mon année prochaine. Tu sais, je m'en fous de mes trophées, puis tout ça. Mais je me dis toujours, transforme le négatif en positif. Tu sais. Puis moi, si j'avais une mauvaise nouvelle, je me mettais à faire des appels téléphoniques. Je me mettais à envoyer des courriels. Je me disais, il faut que j'aille chercher une bonne nouvelle. Il faut que je transforme ce négatif-là en positif. Puis ça arrivait tout le temps. Tu sais, puis la vie est bien faite. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ça fait 11 ans que je fais de l'immobilier. Puis tu te remets toujours en doute. Tu sais, puis je pense que ça va faire 20 ans, puis 25 ans. Puis ma belle-mère a fait 35 ans d'immobilier sur le plateau. Puis elle me le disait jusqu'à la fin de sa carrière, tu te remets en doute. Mais à un moment donné, il faut que tu regardes le parcours que tu as fait en arrière. Il faut que tu sois capable mentalement de... Puis tu sais, la course, le sport, c'est tellement important pour moi. C'est une priorité. Puis c'est ça. C'est une priorité. Je pense que c'est complémentaire dans tout. Puis autant dans la vie de famille, puis tout ça. Tu sais. Ce que je voulais dire par rapport à ça, faire du pouce, ce que tu dis, c'est que, tu sais, les échecs, moi, j'avais à un moment donné, je raconte souvent cette anecdote-là. Souvent, on va avoir des revers, mais quand tu as un mindset assez fort ou quand tu as passé à travers des affaires comme des ultramarathons, on dirait que tu es assez combatif. Tu n'abandonnes pas au premier nom. Puis j'ai une anecdote à raconter. Je raconte souvent à mon équipe, en fait. À un moment donné, j'étais en contact avec un client vendeur depuis un petit bout de temps, puis ça allait bien. Puis je vais lui porter un petit cadeau une journée. J'étais pas sous contrat avec lui encore, mais je l'entretenais, tu sais. Puis une journée, j'arrive chez eux, puis il me dit Maxime, écoute, t'es bien fin, mais finalement, je ne ferai pas affaire avec toi. On m'a recommandé une autre courtière qui ça a l'air, c'est une vraie pitbull, puis elle travaille fort. Fait que là, j'ai ravalé pendant une couple de secondes, puis j'ai dit OK, je comprends, tu sais. Fait que je suis revenu au bureau, puis là, j'ai dit non, ça se finira pas de même. J'avais un acheteur qui cherchait exactement ça. Le lendemain, j'ai amené une promesse d'achat à ce client-là. C'est moi qui ai vendu la propriété finalement. La plupart des, je pense, les gens auraient dit fuck, c'est bien plate, fait qu'ils seraient retournés à leur bureau puis ça aurait fini là. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai qu'on va abandonner ça là. Fait que je suis allé y ramener une promesse d'achat, ça a été vendu. Puis ce que j'ai appris après, parce que quand on travaille avec les gens, puis j'ai eu une discussion avec lui par rapport à ça, il me dit Maxime, c'est parce que je suis tellement anxieux dans la vie que j'ai de la misère tellement à faire confiance que j'avais besoin d'avoir un autre opinion sur la valeur de ma propriété. Mais finalement, il était très content du service, très content de comment ça s'était fait. Mais l'immobilier, c'est ça. C'est que si tu t'arrêtes au premier nom, on va dire une affaire, ou au premier obstacle, c'est une longue carrière. Il faut que tu sois un petit peu plus combatif que ça. Puis c'est ce que les ultras, je pense, nous aident à mettre en perspective puis nous aident à faire avancer les choses. Oui, vraiment. Puis, tu vois, moi, depuis le 80, je suis sur mon petit nuage, sur une bulle. Puis, c'est drôle parce que là, quand je courais, je me disais plus jamais, tu sais, je courais à la fin, plus jamais, je fais plus jamais. C'est pourquoi on fait ça, cette affaire-là? Pourquoi je fais ça? J'ai payé pour ça, tu sais, payé pour ça, je me suis équipé pour ça, plus jamais. Le soir même, quand je suis arrivé, là, je suis arrivé à la ligne d'arrivée, puis ma femme l'a filmé, puis je suis tellement content. Si je n'ai pas regardé 5000 fois, là, je l'ai pas regardé. Elle a filmé, puis j'arrive à la file d'arrivée à la fin, puis je suis exténué, tu sais, puis c'est le soir, je finis à la frontale, puis mon petit gars, puis là, quand je cours, tu sais, je suis comme enfin arrivé. Là, je vois une petite silhouette, puis c'est mon garçon de 7 ans qui est là, puis qui m'attend, puis qui est tellement fier, puis qui a été stressé toute la journée pour moi, puis il m'attend pour me remettre ma médaille, tu sais. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai mes larmes, là, je me suis mis à pleurer mes larmes. Puis, tu sais, enfin arrivé, tu arrives dans ton réconfort, mon petit gars me met ma médaille, je suis comme, ouais, tu sais, j'ai fait ça, puis je me dis, puis après, je serrais ma femme dans mes bras, puis je dis, c'était tellement dur, tu sais, c'était tellement difficile, mais tu sais, on l'a fait. Puis, next thing you know, le lendemain, ben, je suis en train de regarder, bon, peut-être que, tu sais, ça serait quoi les prochains? Puis là, on s'est parlé, je pense, le lendemain ou 2 jours après, puis tu me dis, ben oui, je vais faire à Bromont le 160. Puis tu devrais faire le 80. Puis j'étais comme, ben ouais, c'est vrai, je devrais faire le 80. J'ai commencé à regarder, puis finalement, ben, je t'ai envoyé hier. Je me suis inscrit, puis là, écoute, je me suis embarqué là-dedans encore. Sauf que là, j'ai une approche différente. Je sais que je vais souffrir, je sais que je vais vouloir abandonner, je sais que je vais regretter de m'être inscrit, mais je sais que j'ai la force mentale pour le traverser. T'sais. Fait que c'est...
J'ai hâte, je suis excité, puis c'est toute une expérience, honnêtement, puis c'est ça, c'est vraiment toute une expérience incroyable. Ben, c'est une course très individuelle. Je dis c'est une longue journée de méditation, puis c'est ce que c'est, honnêtement, des ultras. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui contemple, là, il dit, écoute, moi, je veux me dépasser, puis je veux faire ça un 80. Puis moi, honnêtement, là, les gens qui écoutent ça, je vous lance un défi. Les inscriptions sont ouvertes au UTHC 2022. Je m'inscris aux 125 kilos pour l'an prochain, assuré. Je ne sais pas si tu prévois faire une course là-bas l'an prochain, toi, Miguel. C'est le temps de le dire. Là, oui, j'aimerais ça. Là. Probablement. Là. C'est encore loin, mais fort probable. Là. Mais, moi, je lance le défi aux gens qui veulent s'inscrire. Mettez-le dans les commentaires, puis allez vous inscrire, puis on va faire peut-être des entraînements ensemble dans la prochaine année, mais définitivement sur le 125 à Ricana l'an prochain pour moi. Écoute, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que les gens pensent que ça appartient seulement à quelqu'un d'autre. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit parce que j'ai partagé justement mon petit vidéo, puis tout ça, puis ma réussite, là, tu sais. Tout le monde qui en a pas fait, puis qui font pas ça, qui font juste courir les classiques 10 demi-marathons, ont l'impression qu'on est des extraterrestres, puis qui voient juste ça dans les documentaires, puis que ça n'existe pas le monde qui font ça. T'sais. Je pense que la première étape, c'est juste de s'inscrire. T'sais. Puis je pense que tout le monde est capable de le faire, en fait. C'est pas une question de cardio, c'est pas une question, oui, c'est physique, évidemment, ça prend une grosse préparation quand même, mais je pense que c'est vraiment le mental, puis de s'inscrire, puis de dire au monde autour de nous qu'on est inscrit, c'est déjà 50% de la course qui est faite. T'sais. Après, tu as juste à te présenter. Je pense que c'est juste de se lancer, en fait. Il faut arrêter d'hésiter. T'sais. Ceux qui ne prennent pas de risques ne gagnent rien dans la vie. Puis ça, j'y crois fortement. Puis à un moment donné, il faut juste que tu te lances. Il ne faut pas hésiter. Puis ben, moi-même, là, à la fin, souvent, je le disais quand je me préparais, puis j'allais m'acheter des chaussures, puis je parlais du 80 que je me préparais. Puis tout le monde, quand tu dis que tu vas faire cette distance-là, le monde ne te croit pas, on dirait. Ah ouais, OK. Puis tu sens qu'il y a un doute, tu sais. Mais ça se peut, c'est possible, puis je pense que c'est vraiment juste de s'inscrire, en fait, puis de se lancer, d'arrêter de se mettre des limites. T'sais, moi, je me dis, on a une vie à vivre seulement. Là. Pourquoi pas faire des affaires incroyables comme ça? Ouais. Là, pourquoi pas, je sais pas, là, j'ai le goût, moi, plus tard, là, quand je vais être vieux, là, de dire, j'en ai fait pareil des affaires, des folies. Moi, je trouve que c'est des folies, là, ces affaires-là. J'ai pas besoin de faire ça. Là. J'ai des amis qui sont vraiment sédentaires, puis qui ne comprennent pas leur questionnement quand je leur parle de ça. C'est « Mais pourquoi tu fais ça? » Mais moi, c'est plutôt « Pourquoi pas? » Pourquoi pas? Ouais. Je vais le faire, tu sais. Je vais le faire, c'est tout, tu sais. Puis si je mets ça sur mes tablettes de vie, d'expérience de vie, je l'ai fait, tu sais. C'est tout simplement comme ça. Donc, je pense qu'on complique trop les choses, en fait. Ouais, puis je pense que ça inspire beaucoup. Moi, je me dis tout le temps, je suis tout le temps curieux à savoir combien de personnes on a inspiré dans notre vie à faire ce genre d'affaires-là. Puis moi, ça a été à travers les triathlons, à travers les Ironman, à travers ça. Puis si ça a inspiré une personne à s'y mettre, je me dis cool parce que, tu sais, moi, je regarde mes enfants qui nous regardent faire ça. Puis je me souviens quand j'étais jeune, je regardais l'Ironman à NBC à la télévision, puis c'était comme des extraterrestres, ces gars-là. Ouais. Puis il y a 21 ans, je faisais mon premier Ironman. Puis là, les ultramarathons, c'était les extraterrestres qui faisaient ça, puis là, je suis un extraterrestre, moi aussi, j'en fais, tu sais. Mais comme tu dis, c'est pas à propos c'est pas tant à propos de faire une course, c'est à propos d'être capable de se dépasser physiquement puis mentalement, surtout mentalement, parce que 50% de ces courses-là, c'est du mental, tu sais. Puis quand tu reviens après ça dans ton monde, dans ton quotidien, tu as gagné quelque chose parce que ton corps se souvient de ce que tu peux faire. Fait que c'est pour ça que j'incite beaucoup de monde à explorer cette partie-là d'eux autres parce que c'est pour tout le monde, honnêtement, c'est pour tout le monde. Ouais. Mais c'est pour tout le monde, pas les yeux fermés, il faut que tu te prépares. De toute façon, la course, que ce soit sur route, en trail, n'importe quoi, c'est un sport d'humilité. Il va toujours avoir quelqu'un qui va être meilleur que toi, il va toujours avoir quelqu'un qui va être plus rapide, tu vas aller dans des... C'est un sport d'humilité. Puis à un moment donné, c'est pas à propos du temps, c'est à propos de ton accomplissement que toi, tu vas faire. Puis moi, le 80, c'est la première course de ma vie que j'ai pas un objectif de temps. Mon objectif, c'était de le finir. T'sais. Puis c'est fait, c'est réalisé. Donc après, peu importe le temps, tout ça, c'est juste de le faire. Puis même si tu n'arrives pas à le finir, mais que tu vas te dépasser, tu vas t'inscrire, tu vas faire les choses différemment que les autres. T'sais. Moi, je trouve que c'est de sortir de sa petite routine puis du petit monde classique, du moule, de dire, essaye de faire des choses extraordinaires dans la vie. Ouais. Tout le monde peut faire ça. T'sais. Puis là-dedans, comme tu disais tantôt, au niveau de l'abandon, tu vas te rendre compte qu'en ultramarathon, puis dans la vie en général,
toutes les raisons que tu vas essayer de trouver pour abandonner quelque chose, puis particulièrement un ultramarathon, sont souvent pas les bonnes. Puis dans ces journées-là, tu le sais qu'ils ne sont pas les bonnes. Fait que c'est ce qui dit, écoute, même je t'explique à quelqu'un que ça ne va pas. Puis moi, j'y ai pensé, comme toi, tu disais, je vais appeler Audrey. Je vais appeler Stéphanie, je disais, je t'ai curé. Premièrement, je savais qu'il n'y avait pas de réseau. Fait que j'ai dit, je n'ai même pas pris le téléphone. Puis deuxièmement, je connais Stéphanie, elle dit, écoute, tu vas finir ce que tu as commencé. Puis c'est vrai parce que tu peux pas arrêter ça en plein milieu en disant, je suis fatigué, parce que tout le monde est fatigué là-dedans. Tout le monde est fatigué. Fait que la seule affaire que tu as à faire, c'est de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis honnêtement, j'étais vraiment très, très fier de ce course aussi parce que c'était une des dures que j'ai faites, sincèrement. Fait que c'est ça. Mais non, vraiment, vraiment bien. Puis c'est drôle, moi j'ai le syndrome de l'imposteur beaucoup. On l'a tout, t'inquiète pas. Ah ouais, le tout, c'est ça, exact. Mais tu sais, ma blague, c'est toujours ça un peu. Je m'en vais faire un ultra trail, mais je suis pas un coureur de trail, puis je suis pas un ultramarathonien, puis quand je fais de la course sur route, tu sais, je fais des bons temps, mais je suis pas un coureur, tu sais, je suis pas un vrai coureur, tu sais. À un moment donné, tu prends 2-3 pas de recul, puis tu recules, puis oui, tu sais, je l'ai fait, tu sais, je l'ai fait. Il n'y a pas de syndrome d'imposteur, je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout, tu sais. Moi, j'ai traversé la ligne d'arrivée, tu sais, mon gars m'a remis ma médaille, tu sais, puis à un moment donné, je pense que de là où c'est pas parce qu'on est des personnes qui sont différentes des autres, en fait, qu'on fait ce genre de défi-là. C'est juste parce qu'on ose les essayer, tu sais, puis les faire, c'est tout, tu sais. Puis moi, je vais toujours prendre ça un peu à la blague. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux dans la vie, tu sais. Il faut avoir du fun, il faut s'amuser, tu sais. Ça part de ça aussi. Puis de relever des défis, puis de dire, hey, je pense que je pourrais essayer. D'après moi, je suis capable de faire ça. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas des athlètes professionnels. On ne gagne pas notre vie avec ça, là, tu sais. Mais c'est juste d'oser, that's it. Cool. Merci, Miguel. En terminant, dis-moi donc, si tu as un conseil à donner aux courtiers immobiliers qui sont un peu dans une impasse physiquement, mentalement, en rétrospect, quand tu as fait un ultramarathon, puis tu as une bonne carrière, quel conseil tu aurais donné à ces courtiers-là pour qu'ils sortent un peu de la vase, comme on dit, qui essaient d'avancer un petit peu plus, puis d'accéder à des choses à leur plein potentiel, dans le fond? C'est difficile à dire. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut être bien dans sa tête, tu sais, puis il faut être bien dans son corps, comme je disais tantôt, pour faire de l'immobilier, parce que c'est exigeant mentalement et physiquement. Tu sais, l'immobilier, tu punches pas out à 5 heures, puis tu t'en vas chez vous, puis tu es tranquille, ou tu pars à la fin de semaine, puis tu es relax. Tu sais. C'est 7 jours sur 7, c'est un mode de vie, l'immobilier. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut que tu acceptes, là. Des fois, il y en a qui m'écrivent, je pense me lancer en immobilier, puis ça ressemble à quoi les heures? Il n'y a pas d'heures en immobilier, il n'y en a pas d'heures. Ouais. Tu commences à penser à ça, c'est pas un job qui est pour toi. L'immobilier, c'est un mode de vie. Moi, tu me croises dans la rue comme dans un rendez-vous, je suis la même personne. Fait que ça, je pense que c'est de l'accepter, puis de vivre avec ça, puis de lier ça à ta vie, puis à ton quotidien. Puis après, je dis, il faut que tu sois bien dans ton corps, dans ta tête. Je pense qu'il faut que, nous, c'est sûr, c'est le sport, mais il faut que tu prennes du temps pour toi aussi, je pense. S'il y en a que c'est le tricot, s'il y en a que c'est la lecture, il faut que tu prennes du temps pour faire ce que tu veux faire. Il ne faut pas que tu t'oublies là-dedans parce que c'est facile de te noyer dans l'immobilier. Puis après, c'est de prendre ça avec un grain de sel, puis de travailler, puis de mettre les efforts au bon endroit. Puis moi, quand j'ai commencé à faire l'immobilier, il y avait un courtier d'expérience qui m'avait dit, parce que j'étais tout le temps au bureau. Du matin au soir, j'étais au bureau, puis j'étais là. Puis au début, tu n'as pas de client, là, ton téléphone ne sonne pas, puis c'est toi qu'il faut qu'il construise ça une brique à la fois. Puis il m'avait dit, tu peux être au bureau du matin au soir, là, mais tu pourrais être au bureau pendant 2 heures seulement si tu veux, puis être plus proactif que si c'est là du matin au soir. Ce qui est important, c'est de tirer du gun au bon endroit, puis d'utiliser tes forces pour puis il faut que ça rapporte là, ce que tu fais. Il faut que tu travailles pour de vrai. Il faut que tu t'impliques pour de vrai. Puis plus tu vas travailler dans cette direction-là, je pense que plus tu vas réussir. Fait que tête tranquille, mode de vie, puis c'est prendre du temps pour soi aussi. Puis je pense que les choses vont venir naturellement, tout simplement. Ouais. Cool. Merci, Miguel. Tu as marqué qu'en arrière, c'est mon bureau, puis je mets tous les cadeaux là-dessus. Je mets la photo de ma famille. Mais là, ici, il y a quelque chose que tu m'as donné. Oui. Oui. On a fait une transaction ensemble. C'était quoi cette transaction-là, donc? Écoute, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement. Tu étais parti en vacances. Ouais. Tu m'avais acheté ça.
J'étais en Nouvelle-Orléans, en fait. Puis, je me rappelle plus pourquoi j'étais en Nouvelle-Orléans. On parlait de vaudou, puis toutes sortes d'affaires, on niaisait. Exactement. Puis, je t'ai dit, si notre transaction en marche, je te ramène une poupée vaudou. Puis, tu me dis, en riant. Puis, finalement, quand je suis revenu, je t'avais amené une poupée vaudou. Je l'ai envoyée à ton bureau. Puis, tu as reçu ça. Une espèce de poupée de vaudou. Bref. C'est bon, j'aime ça, je suis content. Moi, j'ai la mienne aussi à mon bureau, toujours. Puis, je me dis, écoute, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je me dis, bref, très drôle. Content de voir qu'elle est encore là. Merci, Miguel. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. On se voit à Bromont dans quelques semaines. On ira sûrement s'entraîner ensemble d'ici là. Et puis, tous les gens qui ont des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, j'espère que c'était une discussion qui vous a inspiré à peut-être vous dépasser ou peut-être accomplir des choses qui semblent hors de portée pour vous. Donc, merci, Miguel. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci, Maxime. Bonne journée. Salut. Bye-bye.